Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire consacré ce soir à la grande thématique du stress oxydatif. Alors plusieurs sujets en parallèle vont être abordés, tels que les mitochondries, le rôle des mitochondries, la médecine mitochondrielle, son fonctionnement, la neurogénèse également, globalement tout ce qui contribue au bien vieillir, au mieux vieillir. Alors, cette thématique demande rigueur, précision, et ce soir, pour aborder ce sujet, nous avons l'immense honneur et l'immense plaisir d'accueillir trois experts, trois spécialistes de ce sujet, le docteur Dominique Rueff, le docteur Marc-François Paya et Maurice Filon-Robin. Alors, le docteur Dominique Rueff est médecin, il est spécialiste en cancérologie, il est également diplômé en médecine homéopathique, en acupuncture, en médecine orthomoléculaire, qui est une approche de complémentation en apport optimal d'éléments essentiels et naturels. Il a écrit plusieurs livres et plusieurs ouvrages là-dessus, dont la vitamine C, mais aussi également sur l'immunonutrition et la stratégie de longue vie. Son travail est dans la lignée du double prix Nobel Lunis Pauling. Il sera accompagné ce soir du docteur Marc-François Paya. Alors, le docteur Paya est médecin, il est titulaire de sa capacité d'évaluation et de traitement de la douleur, il est expert en dommages corporels, expert judiciaire, ce qui lui confère une expertise fine d'analyse de dossiers pour démontrer les preuves. Il est diplômé en médecine environnementale, spécialiste des conséquences de l'environnement sur la santé des individus depuis plus de 30 ans. Il est également spécialiste en nutrition. Il a notamment accompagné le docteur Jean Seignalé. Et ce soir, nous retrouvons également Maurice Filon-Robin, qui est à l'origine de la société Como System et est l'un des concepteurs de cette technologie que nous allons aborder ce soir, donc de protection au champ électromagnétique. Cette technologie qui a été conçue également avec de nombreux chercheurs et universitaires français et internationaux. Alors, plusieurs éléments ont joué en notre défaveur, tels que les intempéries, la neige, les grèves de transport. Donc nous avons été contraintes d'enregistrer ce webinaire. Donc je vous propose de retrouver nos trois spécialistes de ce soir, le docteur Rueff, le docteur Paya et Maurice Filon-Robin. Et nous allons démarrer tout de suite avec le docteur Rueff. Je vous souhaite une belle écoute et je vous retrouve juste après le webinaire. Merci à tous les internautes et visiteurs de la plateforme qui nous donnent l'occasion de nous exprimer sur la question. Je suis le docteur Rueff. J'ai connu peu de temps avant sa mort le professeur Pauling, qui avait écrit déjà en 1968 des ouvrages qui malheureusement n'ont pas tous été traduits en français, Comment vivre mieux et plus longtemps, et qui déjà à l'époque développait l'idée que nous sommes tous plus ou moins, non pas carencés, mais déficitaires en certains nutriments très précieux pour la gestion, d'une part, de notre forme et de notre santé au quotidien, et surtout de la gestion de notre vieillissement et de la prévention vis-à-vis des maladies chroniques. Ça nous amène à cette question, à ce paradigme de la médecine orthomoléculaire qui est encore et malheureusement mal connu en France, particulièrement en France, parce que c'est mieux connu dans d'autres pays d'Europe, qui consiste à essayer d'élaborer une théorie unitaire de ce qu'on pourrait appeler les maladies chroniques et la prévention des maladies chroniques et du vieillissement. Je m'explique. Le XXe siècle et le milieu du XXe siècle a été l'époque flamboyante pour la médecine, pour le traitement des maladies aiguës et des maladies comme l'hypertension, comme les infections, bien entendu, grâce à l'hygiène et grâce au progrès de certaines molécules. Mais on se rend compte aujourd'hui, depuis les années 2000, d'une poussée tout à fait inattendue de maladies chroniques, comme par exemple le diabète, qui était avant une maladie réservée aux personnes de plus de 60 ans, et que l'on voit aujourd'hui apparaître chez des jeunes et même chez des adolescents. Pourquoi ? Parce que notre nutrition n'est pas adéquate, notre mode de vie n'est pas un mode protecteur, notre façon de vivre, d'une part le stress, le tabagisme, les dérives alimentaires, la malbouffe, et puis surtout l'apparition, et ça nous ramène au sujet qui est le nôtre aujourd'hui, l'apparition d'un phénomène totalement nouveau, qui est l'apparition des téléphones portables, et non seulement des téléphones portables, mais des émissions d'ondes électromagnétiques dans leur ensemble, qui ne viennent pas que des téléphones, mais qui viennent de partout, hein, de nos antennes, de nos Wi-Fi, de nos
de nos box, etc. Et ça, c'est un phénomène qui est complètement nouveau et qui n'existait pas il y a une vingtaine d'années. Donc on se rend compte, et ça a été confirmé d'ailleurs très peu de temps avant sa mort par le professeur Luc Montagnier, dont je précise que j'ai travaillé avec lui pendant une dizaine d'années. En 2009, on a co-créé avec le docteur Corinne Skorupka, que beaucoup d'entre vous connaissent, on a co-créé une association de recherche, un groupement de recherche de médecins et de thérapeutes qui s'appelle Chronimed et qui a réuni pendant une dizaine d'années autour du professeur Montagnier des experts de toutes sortes, ce qui a permis effectivement d'élaborer et de préciser toutes ces théories. Et parmi elles, effectivement, la pollution électromagnétique est extrêmement importante. Et une bonne façon de se protéger, et c'est là ce qui nous amène à une définition, à une nouvelle définition de la médecine orthomoléculaire, une bonne façon de se protéger est d'avoir un équilibre général en apport nutritionnel au niveau de la cellule qui permet à la cellule de se renforcer et en quelque sorte d'avoir une sorte de bouclier protecteur vis-à-vis de toutes ces influences. Alors c'est extrêmement important parce que aujourd'hui les médecins et les nutritionnistes ont tendance à dire qu'une bonne nutrition est suffisante. Et d'ailleurs, il y a un message catastrophique qui a inondé tous les médias du monde, c'est manger 5 fruits et légumes par jour et vous serez tranquille. Alors d'abord, c'est faux, et ensuite, c'est dangereux. Parce que c'est faux d'une part, parce que manger 5 fruits et légumes, ça n'est pas suffisant et ça ne fait pas du tout référence à la qualité de ces fruits et légumes. Et c'est dangereux parce que les fruits aussi apportent un autre problème, un autre facteur qui est délétère, qui est effectivement, qui peut être l'excès de sucre. Donc c'est faux sur tous les problèmes. Donc, ce qu'il faut, moi, ce que je défends, et un peu à la suite de Linus Pauling et avec beaucoup d'autres autour de nous, ce que je défends, c'est que on doit pouvoir à tout moment faire une forme de bilan nutritionnel, c'est-à-dire un bilan métabolique, il peut être sanguin, il peut être salivaire, il peut être même clinique, un bilan nutritionnel qui permet de s'assurer au maximum que nos cellules ne manquent pas, ne sont pas déficitaires en nutriments clés pour se protéger contre le vieillissement et optimiser sa santé. Alors parmi ces nutriments clés, évidemment, on va retrouver la vitamine C dont Pauling a beaucoup parlé. À l'époque, Pauling préconisait des apports quotidiens un peu démesurés de vitamine C dont on n'a plus besoin aujourd'hui parce qu'on dispose d'autres molécules qui ont des propriétés antioxydantes. Alors là aussi, il faut peut-être s'arrêter un petit peu sur le mot antioxydant et dire aussi que le stress oxydant, et d'ailleurs on ne devrait pas dire le stress oxydant, on devrait dire la balance entre les oxydants et les antioxydants, puisque nous avons besoin, pour être en bonne santé, nous avons besoin d'oxyder pour nous défendre, c'est-à-dire que lorsque nos globules blancs sont attaqués par des maladies infectieuses, ils provoquent une oxydation, ça fait partie de nos défenses, mais quand cette oxydation est auto-entretenue dans l'organisme, on a des maladies liées à une oxydation chronique et on a un stress oxydant. Et pour pouvoir réguler ce stress oxydant, on a besoin de vitamine C, on a besoin de zinc, on a besoin de magnésium, on a besoin de coenzyme Q10, on a besoin d'avoir un mode de vie effectivement et un mode d'alimentation équilibré. On a besoin, autant que faire se peut, de se prémunir du tabagisme et des excès d'alcool. On a besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil. Bref, il y a et on a besoin d'être protégé aussi dans notre environnement toxique. Alors, on peut être protégé aussi de l'environnement toxique par des substances extrêmement naturelles, comme des plantes qu'on fait pousser chez soi. On peut être protégé par un certain nombre de procédés dont je pense vous allez parler. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça amène une espèce de théorie unitaire et globale de la maladie chronique. Et cette maladie chronique, c'est aujourd'hui, bon, on cite le diabète, mais on voit de plus en plus des maladies graves, des maladies de dégénérescence, des maladies immunitaires, des problèmes de douleurs articulaires chroniques et l'apparition de maladies comme le Parkinson ou la maladie d'Alzheimer chez les gens parfois de plus en plus jeunes, ce qui montre qu'il y a bien un problème assez dramatique dans ce Monsieur, alors, tu nous dis 2 mots de cela, Marc-François, s'il te plaît?
Voilà, donc mon travail sur la nutrition, puisque j'étais un élève et un collaborateur de Jean Seignalé, donc la préoccupation au niveau de l'alimentation a été quelque chose de très important dans l'évolution de ma pratique. Et il faut dire que dans ma pratique, en dehors de faire de l'expertise médicale judiciaire qui demande euh, certaines connaissances de la médecine, je suis surtout un spécialiste de la douleur dans les maladies chroniques. Or, il est certain que dans toutes les maladies chroniques, aborder la douleur sans aborder la nutrition, c'est éliminer une grande partie du problème qui permet de trouver une solution. Et c'est à ce titre que je me suis intéressé à la nutrition en dehors de mes activités en tant que directeur médical des laboratoires Quinton. Je me suis intéressé à l'eau de mer, ce qui m'a amené, bien sûr, à étudier la nutrition. Donc, et en fait, un des constats que j'ai fait, c'est que ça ne sert à rien de remplir un tonneau percé. Et là, j'ai trouvé une explication qui a été fournie par le professeur Bruce Helms, qui, comme Pauling, a été un des grands scientifiques du XXe siècle, puisqu'il faisait partie de la liste des 100 grands scientifiques du XXe siècle, qui avait été choisi par une grande revue scientifique. Il a plus de 290 publications. Et Pauling a sorti une théorie en 5 points, dont 4 ont été vérifiés, ce qui en fait pratiquement une loi. Et ce que dit Pauling, c'est que ça ne sert à rien de lutter contre le vieillissement si on ne compense pas les déficits qui favorisent ce vieillissement. Et on est tout à fait dans la lignée de ce que tu as dit, Dominique, dans ta présentation, c'est-à-dire que moi, j'ai fait le pas supplémentaire. Est-ce que ça sert à quelque chose d'apporter des nutriments si on a une cause environnementale qui fait que ces nutriments ont une sécrétion diminuée ou une surconsommation? Il faut peut-être jouer sur la cause environnementale. Et de là, notre travail avec Maurice et avec le docteur René Messagier sur les champs électromagnétiques, et on va le voir au cours de cette vidéo, de quelle façon ces champs sont impliqués dans la diminution de sécrétion de certaines molécules et dans la surconsommation d'autres molécules. Et je pense que Dominique, tu peux commencer à nous parler de la mélatonine. Absolument. Alors, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de la mélatonine, mais ce que je peux dire, et je pense que tu vas prendre la suite, ce que je peux dire, c'est que je suis très, très sensible et j'essaye de faire dans la mesure du possible, parce que c'est pas toujours facile, j'essaye d'évaluer chez les gens qui ont de multiples problèmes, parce que tout à l'heure, j'ai cité dans les maladies chroniques, en prenant les extrêmes, hein, le diabète, et puis les problèmes plus graves comme le Parkinson, l'Alzheimer, et même l'apparition de certains cancers qui sont certainement liés. Mais tous les problèmes de l'humeur, tous les problèmes comportementaux, tous les problèmes de sommeil, parce que quand on dit mélatonine, on pense sommeil, on pense jet lag, évidemment, mais ça va bien au-delà, parce que la mélatonine, en fait, est absolument essentielle. C'est un antioxydant absolument essentiel. Et la difficulté de la mélatonine, c'est que il est complexe en laboratoire d'évaluer la mélatonine. Ça demande des examens urinaires ou salivaires répétitifs, comparer des prélèvements diurnes à des prélèvements nocturnes, donc c'est un petit peu lourd, c'est un petit peu complexe. Il y a aussi un autre élément dont il faut parler, moi je crois que c'est important, c'est que toute cette approche aussi bien diagnostique que de supplémentation est une approche qui demande un certain effort et qui exige un certain coût que malheureusement tout le monde ne peut pas assumer. Donc ça, je crois que la mélatonine comme antioxydant et comme marqueur de l'équilibre nutritionnel est absolument fondamentale, et que la simple prescription de mélatonine n'est pas toujours suffisante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, on tâtonne un petit peu, indépendamment des protections qu'on peut proposer pour améliorer l'équilibre de la mélatonine. On tâtonne,
au niveau des gens qui ont des problèmes d'humeur, des problèmes d'autisme, des problèmes d'hyperactivité, donc des patients jeunes souvent et très perturbés. On tâtonne sur la prescription de mélatonine, à quelle heure on donne une certaine dose de mélatonine à libération immédiate, à quelle heure on donne une certaine dose de mélatonine à libération prolongée, comment ça va intervenir et comment ça va permettre parfois de se sevrer de certains médicaments qui ne sont pas du tout dénués d'effets secondaires. Donc c'est là, moi c'est simplement mon approche personnelle de la mélatonine, mais je pense que maintenir un bon équilibre, maintenir une bonne sécrétion de mélatonine, quel qu'en soit le moyen, et je crois que tu vas prolonger mon discours, c'est fondamental pour la gestion de la forme et du vieillissement. Je reprends un petit peu la description. Je vais vous faire un petit peu le catalogue au niveau de la mélatonine. C'est la synchronisation du métabolisme dans le rythme circadien, c'est-à-dire qu'en fait, on l'a appelé la mère de toutes les hormones parce que c'est sa sécrétion et son moment de sécrétion qui est réglé le moment de la sécrétion des autres hormones. Et je me rappelle, dans les années 90, il y avait une association qui avait été créée par des pédiatres à Bordeaux contre l'heure d'été, parce que justement, on avait une désynchronisation chez les enfants. À Bordeaux, ils étaient beaucoup plus à l'ouest par rapport à l'heure européenne que ce que nous sommes. Et ils se retrouvaient dans une situation où ils avaient une atteinte de l'immunité chez les enfants. Donc, on a déjà ça. Ça règle l'alternance veille-sommeil. Mais j'ai découvert en travaillant sur les problèmes que pose le Covid long, où on a un syndrome de fatigue chronique chez les malades qui ont eu le Covid et un syndrome qui est, en fait, on a un tableau qui est comparable à une fibromyalgie plus une fatigue chronique. Et j'ai découvert avec stupeur que 95% de la mélatonine n'était pas sécrétée dans le cerveau, mais qu'elle était sécrétée en périphérie dans les cellules par les mitochondries. Et la mitochondrie aujourd'hui, on le sait par de nombreux travaux, c'est une des cibles préférentielles de la pollution, qu'elle soit électromagnétique ou de la pollution par particules fines aujourd'hui. Il y a tout un tas de travaux qui ont été publiés. Donc, à côté de ça, je te remercie d'avoir parlé de l'action antioxydante de la mélatonine. On sait aujourd'hui qu'on est entre 5 et 14 fois, l'action antioxydante est entre 5 et 14 fois supérieure à celle du glutathion. Elle potentialise la vitamine C et elle augmente l'efficacité de la chaîne respiratoire. Elle protège la barrière hémato-encéphalique, qui est une des cibles préférentielles des champs électromagnétiques artificiels, de ce brouillard ce smog électromagnétique auquel on est confronté en permanence, même si on n'a pas de téléphone, au vu de la couverture qui existe par toutes les antennes qui sont plantées un petit peu partout en France et dans le monde. Et quand on cherche aujourd'hui sur les bases de données PubMed, par exemple, on a 306 publications au jour d'aujourd'hui sur mélatonine et champs électromagnétiques et 67 publications sur mélatonine et champs électromagnétiques d'extrêmement basse fréquence, ce qui est énorme. Donc, aujourd'hui, la mélatonine, elle est altérée dans le sommeil, elle est altérée dans la pathogénésie des cancers hormonodépendants, en particulier le sein et la prostate. Il y a beaucoup de documentation là-dessus. L'hypertension artérielle aussi. Et là, on va rejoindre un petit peu un autre point qui va être les problèmes de blocage du calcium dans les cellules par les champs électromagnétiques, le stress oxydatif dont tu as parlé, les troubles hormonaux, les atteintes nerveuses, donc l'Alzheimer, le Parkinson et la protection de l'hippocampe et du cervelet. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation, et on va le voir sur la diapositive qui va être incluse, où l'exposition en champ électromagnétique fait chuter la mélatonine à 30% de son niveau normal. Et la question est, est-ce qu'il faut apporter de la mélatonine? Oui. Mais est-ce qu'il faut apporter de la mélatonine sans mettre une protection en place pour tenter de régulariser le niveau? Non, puisqu'on est en train de remplir un tonneau percé. Alors, tu as ouvert la porte à la question du calcium, Marc-François. Sur la question du calcium, de ton côté, Dominique, tu as
tu as travaillé sur le calcium comme facteur d'homéostasie et comme facteur de bonne santé. Est-ce que c'est un sujet sur lequel tu as des choses à nous communiquer? Non, c'est pas un sujet sur lequel je suis très branché, on va dire. Sauf que je pense qu'au niveau analytique, le dosage de calcium ionisé est beaucoup plus intéressant que le dosage du calcium classique. Bien sûr. Et que je pense aussi que l'équilibre en calcium était quand même en relation avec quelque chose dont on doit absolument parler, sur lequel on doit absolument insister, c'est le problème de la vitamine D. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde, dans ce monde des maladies chroniques et des maladies chroniques précoces, comme on l'a dit, où on va dire un bon tiers et même probablement beaucoup plus de la population sont en déficience de vitamine D, et où d'ailleurs premièrement, bon, les médecins ne demandent pas le dosage de la vitamine D. L'assurance maladie a eu la bonne idée, il y a quelques années, de rendre ce dosage non remboursé, à part certaines situations très particulières et dans le grand vieillissement. Et en plus, les normes de laboratoire qui sont données sont des normes souvent minimalistes. Donc moi, je suis persuadé. Et le troisième problème, c'est que les formes de supplémentation de vitamine D sont très différentes, sont très complexes. On a de la vitamine D d'origine végétale, la vitamine D en gouttes, la vitamine D en gélule, la vitamine D d'origine plus ou moins végétale et animale, etc. Et les absorptions sont très différentes. Donc, ce qui compte en réalité, et ça introduit le sujet, je pense que ça introduit quand même le sujet du calcium, ce qui compte, c'est les résultats. C'est le fait d'avoir un taux optimum de vitamine D, en général, aux limites supérieures maximum que sont données par les laboratoires d'analyse classique. Donc, premièrement, faire une affaire pour soi-même, un contrôle de son analyse de vitamine D au moins une fois par an. Deuxièmement, prendre des supplémentations de vitamine D. Troisièmement, se protéger, comme il a été dit. Et puis avoir une alimentation qui permet aussi d'optimiser son apport en vitamine D, c'est-à-dire une alimentation suffisamment variée. Non seulement, bon, là je passe lancer dans une polémique, mais sur le problème du végétal et de l'animal, moi j'ai écrit longuement sur la question. Je voulais quand même dire au passage que j'ai publié 4 lettres pour René Messager le sait bien, sur les CMO, sur ma lettre bimensuelle, lettre du docteur UF, que tout le monde peut trouver sur Internet. J'ai fait 4 articles sur les protections électromagnétiques. Et on est en plein dedans, donc c'est capital. S'il y a un conseil je crois qu'il y a 2 conseils de base qu'on doit donner, c'est vitamine D et protection. Enfin, Marco a parlé d'un autre problème qui est très très important, qui est le problème de la mitochondrie, tellement important qu'il y a des gens aujourd'hui qui parlent de médecine mitochondriale. Il faut quand même redire que la mitochondrie, c'est la centrale énergétique de la cellule. Certains disent c'est le poumon de la cellule. C'est par là que se fabrique l'énergie de la cellule. Si cette mitochondrie est en bonne santé et en bonne vitalité, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas en mesure de bien vieillir. Et ça, c'est très important. Et parmi les éléments qui améliorent le fonctionnement de cette mitochondrie, il y a bien sûr la vitamine D, il y a bien sûr la coenzyme Q10, il y a une substance dont on parle très peu, qui est fondamentale, qui est ce qu'on appelle un antioxydant universel, qui est l'acide lipoïque. Et ces substances-là sont quand même relativement absentes des régimes à tendance végétarienne. Donc, ce que je veux dire, c'est que beaucoup de nutriments proviennent à la fois de la viande, du poisson, des dérivés du fromage, des laitages, etc. Et que si on est totalement, si on manque totalement de tout ça dans son alimentation, ça amène à l'exigence d'une supplémentation et ça amène à l'exigence d'une surveillance beaucoup plus intensive, beaucoup plus régulière pour savoir si on est en phase d'accélération ou de normalisation de son vieillissement. Ok, merci Dominique. Mais pour revenir, j'ai bien compris la liaison vitamine D et calcium. Mais pour revenir donc
plus spécifiquement au calcium et à bien vieillir ou au contraire avoir des problèmes donc, au niveau cardiaque. Est-ce que calcium, vitamine D, cardio, protection, est-ce que tout ça, on ne peut pas… Marco, tu peux en redire un mot aussi de ce sujet? Je vais en parler. Voilà. Donc, ce que l'on sait aujourd'hui, et j'en discutais avec un ami cardiologue hier, c'est que les champs électromagnétiques bloquent les canaux calciques, c'est-à-dire les canaux, ce qu'on appelle les CCVD, c'est-à-dire tensiodépendants, qui sont des canaux spéciaux qui permettent au calcium d'entrer et de sortir de la cellule. Et on s'est aperçu que ces champs, donc ce modèle a été développé par le professeur Martin Pal, qui est une sommité mondiale sur le travail sur les effets des champs électromagnétiques. Et on s'est aperçu qu'on avait un blocage de calcium à l'intérieur de la cellule. Et ce blocage de calcium est responsable de toute une série de pathologies, en particulier de toutes les pathologies cardiovasculaires que l'on connaît, hypertension, insuffisance cardiaque, accidents vasculaires cérébraux, déficit circulatoire périphérique. Donc, c'est la cause du blocage du calcium à l'intérieur de la cellule. Et donc, c'est un élément majeur qui n'est pas dépendant du taux de calcium circulant, puisqu'on a des gens qui ont des hypocalcémies ou des calcémies qui sont basses qui présentent ces pathologies. C'est une mise à l'écart du calcium dans les cellules et en particulier dans les mitochondries. Merci d'avoir souligné ce problème de mitochondrie, Dominique, qui est impliqué dans le vieillissement, et ça aggrave le vieillissement des mitochondries. Et on est dans une situation où si on ne trouve pas la solution, on ne peut pas avoir de réponse. Ce qui confirme que ces pathologies sont liées à un blocage du calcium à l'intérieur des cellules, c'est le fait que quand on donne un anticalcique comme l'amlodipine, on a une régularisation des effets. C'est-à-dire que ce médicament qui est un hypotenseur, un cardiorégulateur, a un effet sur la partie de calcium qui est soustraite à l'intérieur des cellules. Or, nous avons des résultats sans utiliser de molécules qui ont des effets secondaires, bien sûr, qui sont connus, en particulier les œdèmes périphériques et d'autres effets. Et on ne peut pas donner ça à tout le monde, sinon pas d'hypertension, sinon pas de… Mais c'est un phénomène constant qui a été mesuré. On a des expérimentations, et Maurice, tu peux en parler, qui montrent qu'on a une normalisation des flux de calcium avec la technologie CMO. Oui, oui, tout à fait. Enfin bon, l'objet, c'est le vieillissement, et ça sera aussi un peu le sommeil dans quelques instants. Donc le vieillissement, on pense bien sûr à la santé cardiaque donc des gens qui prennent de l'âge. Ça veut dire, pour reprendre ce qui vient d'être dit, supplémenter donc coenzymes, carnitine, etc. Absolument. Protéger donc CMO qui à ce jour a démontré en expérimentation qu'il permettait de revenir à une circulation de l'ion calcium et effectivement, ce que disait Dominique, il fallait passer au niveau ionique et pas simplement, si tu veux, au niveau du calcium circulant. Donc, au niveau de l'ion calcium, celui-ci se remet en route dans les échanges extracellulaires. Ça, nous l'avons montré au sein de Technolab et de Chemosystème. Donc, il faut, pour bien vieillir, ne pas négliger ce facteur environnemental également, qui est le champ électromagnétique. Alors, bon, bien vieillir, bien dormir, ça me fait penser aussi aux travaux qui ont été faits en Angleterre sur le stress. Je pense au travail qui a été fait chez les étudiants avec le professeur Canavan. Il montrait que si on analysait l'état de stress des étudiants qui travaillent devant leur écran en permanence, on voyait que ceux-ci étaient plus stressés que la normale des gens qui ne travaillaient pas sur écran. Alors, le professeur Canavan avait fait cette étude en double aveugle et
quand il mettait en double aveugle ces étudiants sous protection électromagnétique, bon, les CMO pour ne pas les citer, il retrouvait un état d'humeur et donc la qualité de vie et du sommeil qui allait avec, un état d'humeur donc restauré. Est-ce que par rapport à la micronutrition, par rapport donc, à la médecine orthomoléculaire, la question qui est celle de la supplémentation pour modifier l'humeur, est-ce que c'est une question qui peut être aussi évoquée rapidement? Comment, Dominique, de ton côté, tu abordes la question de l'humeur, de l'état de stress psychologique, enfin psychique cette fois-ci, et plus seulement le stress biologique. Comment ce sujet-là provoque chez toi des résonances ou des idées à nous communiquer? Si tu permets, je rajoute une autre question. Est-ce que tu penses que cette soustraction du calcium en intracellulaire peut avoir une action sur le métabolisme et l'utilisation du magnésium, qui est quand même lui anti-stress? Voilà. Alors là, il y a plusieurs questions. Juste avant, je voudrais revenir sur l'usage des écrans. L'usage des écrans est d'autant plus dramatique que nous le savons tous. Bon, les gens mettent leur ordinateur sur les genoux, donc des gens jeunes, des étudiants jeunes, avec tous les effets qu'on peut imaginer sur la reproduction et les organes sexuels. Donc ça c'est déjà une chose à remarquer. Ensuite, on donne des écrans, notamment des téléphones, à des enfants de plus en plus jeunes. Moi, ça m'est arrivé de croiser des enfants de 2 ou 3 ans dans des poussettes en train de jouer avec le téléphone, ou de voir des gamins à table ne pas participer du tout à la conversation et s'amuser avec leur tablette et leur téléphone. Que des gamins pas que des gamins, mais aussi des gamins. Et ça, c'est drôle. Et puis alors, les gamins qui peuvent pas se coucher le soir sans avoir le téléphone sous leur oreiller. Et alors là, ça nous amène au problème du sommeil. C'est que le sommeil est une grande victime de la société dans laquelle on est. Il est démontré en plus que non seulement une mauvaise quantité de sommeil, mais une mauvaise qualité de sommeil était liée à l'apparition de toutes ces maladies chroniques, en particulier le diabète dont on parlait tout à l'heure, et les risques cardiovasculaires. Alors les gens se couchent tard, les gens dorment mal, il y a une relation bien entendu avec la mélatonine, il y a une relation avec le stress. Alors, tu parlais du stress. Effectivement, on a la possibilité, déjà, la première règle à suivre, c'est effectivement de surveiller l'apport en magnésium. Cet apport en magnésium, il est très peu, on a très peu de moyens pour le surveiller sur le plan biologique, et il est tout à fait licite de proposer des supplémentations en sel de magnésium bien absorbables, comme le glycinate de magnésium, par exemple, qui est un sel de magnésium qui ne provoque pas de troubles intestinaux, contrairement au chlorure et à d'autres sels, et d'associer ce magnésium à des substances comme la taurine, par exemple, qui améliorent l'efficacité, l'absorption du magnésium et son efficacité cardiaque. Et après, on a, sur le plan de la supplémentation nutritionnelle, on a des éléments qui sont très utiles, qu'on appelle les plantes adaptogènes. Et ces plantes adaptogènes, comme la rhodiole, comme la ashwagandha, comme le ginseng, sont des plantes qui permettent, dans une majorité des cas, de répondre à ces problèmes d'angoisse, à ces problèmes de peur, à ces problèmes d'humeur, à tous ces problèmes un peu caractériels et qu'on doit pouvoir résoudre facilement. Donc ça, il est clair que en plus de l'alimentation, la supplémentation nutritionnelle a aujourd'hui des outils qui sont des outils extrêmement performants. Et encore une fois, bon, le problème, c'est que ça coûte rien de prendre un tranquillisant ou un antidépresseur, ou du moins en apparence, ça ne coûte rien. Parce que, en l'occurrence, je ne sais plus quel est le nombre exact, mais je crois qu'il y a un bon tiers de Français, on va parler que des Français, qui sont sous des molécules anxiolytiques ou des molécules antidépressives, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Premièrement, on ne change rien à leur comportement, on ne leur propose pas
de modifier leur comportement. On ne leur propose pas de s'intéresser à leur sommeil. On ne leur propose pas de s'intéresser à leur nutrition. On ne leur parle bien entendu pas de ce problème de toutes ces ondes électromagnétiques qui sont dans notre environnement, qu'on ait ou qu'on n'ait pas, comme tu l'as dit, un téléphone, ça change pas grand-chose puisque de toute façon, on est environné de ces ondes. Et finalement, c'est une médecine qui est symptomatique. On propose un médicament symptomatique qui ne règle absolument pas le problème de fond et le problème d'origine. Et qui a des conséquences. Et qui n'est pas sans conséquence et sans effet secondaire. Ces molécules altèrent les neurones de l'hippocampe qui est impliqué dans un tas de pathologies neurodégénératives. Et là, nous avons fait des études qui montraient que l'on protégeait l'hippocampe des champs électromagnétiques. Donc, en fait, on a une convergence entre les effets secondaires de médicaments qui ne résolvent pas un problème si on ne change pas les conditions de vie et d'adaptation à la société et l'environnement électromagnétique qui viennent perturber les mêmes éléments. Et la taille de l'hippocampe peut être considérée comme un marqueur non seulement de la mémoire, mais un marqueur du bon fonctionnement neurocérébral. Absolument. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire ce qu'on appelle des IRM dynamiques, où on voit les personnes en situation de questionnement, de stress, on voit leur zone cérébrale plus ou moins s'allumer, plus ou moins dans certains éléments du cerveau, dans certaines zones du cerveau, et on voit effectivement physiquement ce qui se passe. Et on se rend compte que l'on peut modifier on a les moyens de modifier cette imagerie cérébrale par des techniques très simples. Alors Dominique, à propos de l'hippocampe, pour y revenir, nous avions fait une expérimentation donc à l'intérieur Technolab, dans notre laboratoire, qui nous montrait que le taux de reproduction des cellules, donc c'était en neurogénèse, des cellules de l'hippocampe, était diminué par les champs électromagnétiques. Ça avait été corrélé donc aux champs électromagnétiques par une exposition donc aux champs électromagnétiques, était diminué de 30%. Et comme tu le disais d'une certaine façon, et je vais le redire avec mes mots à moi, la taille de l'hippocampe est un marqueur, me semble-t-il, pour les médecins, d'un démarrage possible de l'Alzheimer. Et donc, quand on est en train de réfléchir au vieillissement, on ne peut pas ignorer que la neurogénèse est perturbée, la neurogénèse au niveau de l'hippocampe est perturbée par l'environnement électromagnétique. Et c'était à l'époque une nouveauté pour tout le monde. Mais maintenant, ça y est, et merci d'avoir tendu la perche, ça commence à se dire, les champs électromagnétiques sont susceptibles de modifier la neurogénèse. Oui. Je voudrais rajouter un élément qui est quelque chose d'assez nouveau que j'ai découvert il y a très peu de temps. Maurice le sait, tu ne sais pas Dominique, je travaille beaucoup sur le problème de la reproductibilité des cellules souches en dehors de toutes les techniques qui utilisent des cellules souches injectables, mais des stimulations nutritionnelles qui peuvent avoir lieu dessus. Et on sait aujourd'hui que les champs électromagnétiques, en particulier de basse fréquence, peuvent être dans leur majorité, sauf à certaines fréquences, des inhibiteurs de multiplication des cellules souches que nous avons tous, aussi bien au niveau du cerveau qu'au niveau de la moelle osseuse, etc. Donc, toutes ces cellules souches qui nous permettent de renouveler notre organisme sont altérées par les champs électromagnétiques que nous recevons. Bon, alors est-ce que je vois que le temps passe et je reprends mon rôle de modérateur. Est-ce que on pourrait, puisque le thème c'est le sommeil, c'est le vieillissement et c'est le stress oxydatif, est-ce qu'on pourrait parler quelques instants maintenant de l'oxyde nitrique qui est un peu ambivalent comme molécule. Et tu as exploré, Dominique, la question de l'oxyde nitrique dans la gestion du stress. Alors, on parle de deux choses différentes. Moi, vous parlez, et c'est une chose, de l'oxyde nitrique exhalé.
moi, je me suis beaucoup intéressé à l'oxyde nitrique en tant que complément nutritionnel. Oui, oui. À une époque où les laboratoires pharmaceutiques avaient laissé sur le marché un certain nombre de compositions qui contenaient ou qui augmentaient l'apport en acide nitrique. L'oxyde nitrique, pardon, est un vasodilatateur. C'est d'abord un stimulant, bon, c'était considéré avec raison comme un stimulant au niveau de la sexualité, de la vasodilatation, et comme un stimulant ou un régulateur au niveau cardiovasculaire. Et ça, c'est important. Et c'est important de s'intéresser à cet apport en acide nitrique. Maintenant, la question de l'acide nitrique exhalé telle qu'elle est développée, telle que le Marco la développe, ça, c'est pas un problème auquel je me suis vraiment intéressé, mais qui me semble comme ça, a priori, comme étant effectivement un bon marqueur d'équilibre neurovasculaire. En fait, l'oxyde nitrique est ambivalent dans ce sens qu'il peut être à des faibles doses physiologiques un stimulant. Et comme tu l'as dit, sur le plan de la sexualité, ça a été l'origine du développement du Viagra. Et quand son niveau monte dans l'organisme, ça devient un facteur agressif très pro-oxydant. Et nous avons eu la chance à l'époque de pouvoir faire par le professeur Grigoriev, qui était le père de la protection électromagnétique dans les vols spatiaux en Union soviétique, une étude qui a montré donc que quand on donnait un téléphone cellulaire, et à l'époque à Moscou, il y avait très peu de téléphones portables. Un téléphone cellulaire à un individu, on voyait, et on va insérer la diapositive, une augmentation de la courbe de sécrétion de l'oxyde nitrique exhalé qui était un reflet de l'oxyde nitrique qui était sécrété dans l'organisme. Et quand on mettait une protection sur le téléphone, donc tout cela sur 3 semaines, on voyait une normalisation qui faisait entre 15 et 20 jours de la sécrétion d'oxyde nitrique. C'est-à-dire qu'on revenait à des niveaux physiologiques quand on protégeait le porteur du téléphone avec la technologie CMO. Et donc, c'était bien la preuve que le stress électromagnétique était un stress oxydatif. Alors, de ton côté, Dominique, tu es spécialiste en cancérologie. Est-ce que tu as pu réfléchir et voir ce qui se passait avec les champs électromagnétiques dans ce domaine-là? Moi, j'ai eu la chance de participer au premier diplôme universitaire de cancérologie avec le professeur Lucien Israël, qui était à l'époque à l'hôpital de Bobigny, et qui a créé, parce que ça n'existait pas du tout en France, avant cette époque, avant les années 70-80, la cancéro était pratiquée par des spécialistes, donc les pneumologues faisaient des cancers du poumon, les néphrologues les cancers du rein, etc. Il n'y avait pas de théorie générale et médicale globale de la cancérogenèse et encore moins une cancérologie pratique globale. Donc Lucien Israël a eu le mérite de mettre ça sur les rails, et à l'époque on a exploré même ensemble, et je m'en rappelle encore aussi, les effets de la vitamine C, les effets d'un certain nombre de plantes, et on a évoqué, bon, c'était pas à l'époque encore des téléphones cellulaires. Je vais juste dire un petit mot tout à l'heure, on parlait je crois que c'est Marco qui parlait de ça, l'usage des téléphones cellulaires en voiture, par exemple, c'est une catastrophe médicale reconnue. Et quand on voit le nombre de gens aujourd'hui qui sont dans leur voiture et qui téléphonent, là aussi, ça fait rêver. Je veux dire, s'il y a des messages de santé et de prévention que les gouvernants pourraient donner vis-à-vis des populations, c'est déjà ça, de modérer au maximum l'usage de son téléphone en voiture. Moi, Israël n'a pas étudié à l'époque, on n'a pas étudié les champs électromagnétiques. Par contre, moi, j'ai utilisé à l'époque en cabinet personnel, libéral, j'ai utilisé des champs magnétiques pour prévenir l'inflammation autour de certaines zones cancéreuses. On avait des appareils à l'époque dont on ne dispose plus aujourd'hui et dont on ne pourrait plus disposer aujourd'hui parce que pour de multiples raisons, qui permettaient d'améliorer, de freiner l'évolution des tumeurs et d'améliorer, de diminuer l'inflammation des tumeurs. Donc, je suis absolument persuadé qu'il y a une action, mais moi, je ne suis pas en mesure de la démontrer.
Alors, en fait, juste un mot, je me souviens, moi, lorsque j'allais en Russie travailler donc avec le professeur Grigoriev, qui a déjà été cité, ou avec Vladimir Bengui, je me souviens qu'à l'époque, et c'était hérétique en Occident ici, en France, à l'époque, dans les cliniques, on utilisait les champs électromagnétiques pour accélérer les processus de cicatrisation. Alors, ce qui différencie assez largement, enfin, fondamentalement, les champs électromagnétiques thérapeutiques des champs électriques délétères, c'est que quand on parle de champs électromagnétiques des téléphones, on parle de champs pulsés qui aussi sont modulés en extremely low frequencies, en très basse fréquence, ce qui n'est pas le cas des champs électromagnétiques utilisés de façon thérapeutique. Mais c'est juste pour dire que à l'époque, ça remonte à plus de 20 ans, les champs électromagnétiques étaient utilisés, comme tu viens de le signaler, comme accélérant la cicatrisation et très probablement, je ne l'ai pas en tête, comme favorisant l'effet anti-inflammatoire. Excuse-moi, je vais apporter une précision, si tu veux. Moi, j'utilise depuis 1996, puisque j'ai eu un des premiers appareils qui ont été introduits en France, un Milta, magnéto-infrared laser, donc, qui est un laser qui passe à travers d'un anneau magnétique, donc il y a un champ magnétique et un laser qui permet de faire pénétrer la lumière laser à 13 cm de profondeur et non plus à 13 mm. Donc, on a une différence fondamentale entre ces champs thérapeutiques qui peuvent être de quelle que soit la fréquence que l'on utilise, par rapport aux champs qui sont utilisés aujourd'hui pour les communications sans fil en particulier, c'est que les champs qui sont utilisés, comme l'a bien montré le professeur Papadopoulos, qui est un grand spécialiste, ces champs électromagnétiques de communication ont une certaine puissance. Ces champs magnétiques de communication sont cohérents et ces champs magnétiques de communication sont polarisés. Donc, ils ont une action qui est beaucoup plus agressive qu'un champ magnétique normal. Et on se retrouve dans une situation très claire où par rapport à un champ dont on choisit la fréquence ou la suite de fréquences qui vont avoir une action thérapeutique, on a des champs qui, sur le plan du vivant, sont très agressifs avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et peu importe leur puissance, puisque je suis en train de terminer une étude sur les champs de basse intensité qui montre que les champs de basse intensité peuvent être beaucoup plus dangereux pour un organisme vivant que des champs d'une certaine intensité. Donc, c'est pas du tout la même chose. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tous ces champs, et je pense que tu peux diriger le débat là, Maurice, ont une action au niveau de l'ADN. Et que l'ADN est quand même une des structures qui est impliquée dans le vieillissement. Alors précisément, et ça sera le dernier, si vous le voulez bien mes amis, ça sera le dernier marqueur sur lequel on peut s'arrêter. Le rôle délétère des champs électromagnétiques sur l'ADN a fait l'objet d'une expérimentation que j'ai aussi suivi il y a quelques années à New York, à la Columbia University, par le professeur Goodman. Et le professeur Goodman est aussi là une notoriété mondiale sur ce sujet qui est donc le rôle des champs électromagnétiques sur le fonctionnement de l'ADN. Alors, puisque tu as tendu la main, la perche, je veux dire, excuse-moi, c'est probablement que tu as en mémoire ce qui s'est passé. Est-ce que tu veux reprendre la parole, Marco, sur ce sujet-là? Je pense qu'on va poser la question à Dominique de ce qu'il sait sur le plan vieillissement au niveau de l'ADN. Et ensuite, on va faire le parallèle avec ce que l'on sait quant au champ électromagnétique. Oui, c'est important. Moi, je vais prendre le problème des déficiences en ionique. On parlait tout à l'heure, par exemple, du zinc. Le zinc protège les acides aminés de l'ADN, protège l'ADN
de l'introduction dans la molécule d'ADN de métaux toxiques. Parce qu'il y a une chose dont on n'a pas du tout parlé aujourd'hui et qui est quand même importante et qui est en relation avec tout ce qu'on a dit, c'est le problème de l'environnement toxique, chimique et des métaux lourds. Ça, c'est capital. On en parle beaucoup à propos de la thyroïde, puisqu'on sait aujourd'hui qu'une déficience en iode, par exemple, dans l'environnement, favorise l'effet que la thyroïde capte des molécules chimiques et des molécules toxiques dont on est environné en permanence, parce qu'on parle à juste titre de l'environnement des ondes électromagnétiques, mais on doit parler aussi de l'environnement de la pollution électromagnétique et chimique liée à notre habillement, liée à notre mobilier, liée à l'usage d'un certain nombre d'outils qu'on a quotidiennement dans notre environnement. L'eau qu'on utilise. L'eau, la mauvaise qualité de l'eau, bien entendu, et le fait que l'on ait des déficiences en métaux absolument, je dirais presque, entre guillemets, précieux, comme le zinc, ou en éléments autant précieux comme l'iode, par exemple, qui est déficitaire. Là, c'est pareil. Tout à l'heure, je parlais des déficiences en vitamine D, mais si on évalue les déficiences en iode chez les Français, on va trouver que 60% des Français ont un statut en iode déficitaire, même ceux qui habitent parfois au bord de la mer. Donc, ça pose problème. Donc, ça, c'est la relation. Et cette déficience, ce déséquilibre, parce que je crois que c'est plus juste de dire de déséquilibre, c'est comme avec les oxydants et les antioxydants, il y a un déséquilibre, il y a une balance, il faut rétablir la balance, il faut rétablir l'humanité, il faut revenir aussi à la philosophie, je dirais, presque asiatique ou bouddhiste, dire que la seule voie juste, c'est la voie du milieu. Et ça, cette voie du milieu, aussi bien au niveau de ce que l'on respire, de ce que l'on boit, de ce que l'on mange, de ce qu'on absorbe dans notre environnement comme divers rayonnements, eh bien cette voie du milieu nous protège dans l'intimité de nos cellules, dans le métabolisme de nos cellules et probablement pousse l'organisme à aller jusqu'au bout de ce qu'il peut prétendre en matière de qualité de vie, de qualité du vieillissement. Certains ont dit, c'est pas le sujet aujourd'hui, certains ont dit qu'on devrait vivre en bonne santé jusqu'à 120 ans. Moi, j'en suis à peu près persuadé. Je pense pas qu'on les atteindra, mais je pense qu'il faut s'en approcher. Et je pense que tout ce qui est proposé dans cette conception globale de l'environnement, de la médecine, tend vers ça. Ok, ben merci à vous deux. Je crois qu'il va y avoir quelques mots qui vont suivre, donc simplement pour dire aux participants comment rentrer en communication, en contact avec les personnes qui développent, qui mettent à disposition ici en France les CMO qui sont les protections dont on a parlé. Merci, c'était un bonheur et un honneur de vous avoir tous les deux. Dominique, à bientôt. Marc-François, à bientôt. Et merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à vous trois pour ces explications précieuses. Vous l'avez compris, ces explications et ces informations sont capitales. L'impact généré par les champs électromagnétiques, notamment sur le stress oxydatif et notre santé de manière générale, est redoutable. Il est donc important d'en prendre conscience et de s'en protéger. Différentes protections ont été abordées ce soir par nos spécialistes. Ces protections n'ont pas les mêmes fréquences, donc elles ne répondent pas aux mêmes fréquences, elles ont des réponses et des spécificités technologiques particulières. En cela, chaque élément de protection se complète. Vous retrouverez des éléments de protection pour votre téléphone portable, également pour l'ordinateur et la télévision. Il existe également des protections pour la maison sous forme de cônes de 2 tailles différentes qui répondent à la taille de votre habitat et qui protègent des ondes de votre maison. Et également une protection individuelle qui est appelée Traveler, à prendre avec soi, sur soi, dès que l'on sort de son habitat, dès que l'on sort à l'extérieur, et qui vous met dans une bulle de protection contre les agressions extérieures.
Il existe des packs famille allant de 2 à 5 personnes, donc avec des protections pour chaque membre de la famille. Les prix s'affichent actuellement sur votre écran. Sachez qu'une offre promotionnelle démarre dès ce soir et ce jusqu'à lundi prochain. Vous retrouverez quoi qu'il en soit toutes ces informations sur la page de vente, mais également dans votre boîte mail dès demain, accompagné du webinaire de ce soir où vous pourrez retrouver tous les conseils, toutes les informations partagées par nos spécialistes de la soirée. J'espère que vous avez passé une agréable soirée, instructive. Merci beaucoup pour votre présence, merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une belle soirée et à très vite. Au revoir.